surveillance par reconnaissance faciale pourrait être généralisée dans les espaces urbains. C'est vrai que c'est un premier pas qui est fait par la ville de Nice. Si la CNIL a considéré que ce n'était pas que c'était possible de le mettre en place, c'est que les atteintes aux libertés ne sont peut-être pas enfreinte comme on pourrait l'imaginer. Donc ce qui est assez difficile à mon avis, c'est que pour la CNIL, c'est que le cadre juridique actuel tel qu'il est, qui protège les atteintes à la vie privée, est assez inoffensif face à ce type de mesures. Alors comment aujourd'hui les méthodes d'apprentissage statistique s'intègrent-elles dans les pratiques de gouvernement, dans l'action publique? Alors c'est une question importante qui nécessite un peu d'histoire, et une histoire longue. La statistique est depuis très longtemps un instrument d'action des gouvernements, mais avec l'arrivée de ce qu'on appelle entre guillemets le big data, on a un usage modifié des stats dans les pratiques gouvernementales. Donc le big data est comme une troisième génération de statistiques dans les gouvernements où on sait plutôt l'usage donc de très grands jeux de données ou sont pas forcément très volumineux, mais c'est aussi l'usage de technologies de calcul beaucoup plus performantes sur lesquelles on applique ce qu'on appelle le machine learning afin de détecter des régularités dans les données et de pouvoir optimiser les prédictions. Donc la prédiction est le vecteur des métriques de gestion et c'est à mon avis ce qui est en train de changer dans l'action publique. Dans le cadre de la police prédictive aux États-Unis, en particulier une entreprise à Los Angeles, qui s'appelle Predpol, a essayé d'estimer les biais prédictifs. Et elle montre assez clairement que les biais des machines, c'est-à-dire des biais prédictifs liés soit au fait de discriminer les personnes, selon certaines caractéristiques ethniques et sociales. Donc le fait de discriminer en produisant trop de police auprès de certains groupes, de certains territoires, ou sinon de discriminer parce qu'on n'offre pas assez de police à certains groupes et certains territoires. Donc il y a à la fois discrimination liée au contrôle policier et à la fois exclusion à la sécurité liée à une offre de police qui n'est pas envoyée dans certains territoires. Donc il y a une critique assez classique qui consiste à remettre en question la police prédictive à cause des dangers liés à des biais de discrimination raciale. Mais si on regarde bien en pratique, les machines ne sont pas si biaisées que ça. Et s'il y a un biais, il est plus ou moins maîtrisé par ses concepteurs. Donc on voit bien qu'on est diminué face à cet usage, face à son danger. Donc c'est cette controverse assez compliquée. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre pourquoi le droit parvient difficilement à encadrer aujourd'hui cet usage-là. Il faut rentrer dans les détails et c'est ça qui, à mon avis, est important. Et donc les recours qu'on a vus d'associations vont être très importants, à mon avis, parce qu'ils vont être l'occasion de rediscuter de ces limites-là. C'est des situations de tension très intéressantes et on n'en est qu'au début. Et il est très difficile aujourd'hui d'imaginer les risques d'un tel outil. En tout cas, ce qui est important de se dire, c'est qu'il faut savoir en parler politiquement. Si on décide collectivement qu'on ne veut pas vivre dans cette société-là, donc c'est un choix politique, il faudrait qu'on puisse en débattre et ça, c'est à mon avis assez important.